6 tonnes de pierre, 600 kilomètres de distance, sans grue, sans moteur, sans explication logique. Maintenant, multipliez cela par des dizaines de blocs, venant de régions différentes, choisis un par un, transportés à travers des marais, des rivières et des collines. Et quand ils sont arrivés à destination, ils ont été positionnés avec une précision de 2 degrés, alignés sur un point vide dans le ciel. Un point qui ne devrait avoir aucune signification. Mais il en avait une, parce que Stonehenge n'a pas été construit par hasard. Et il n'a pas été construit pour célébrer le soleil. Des sons qui ne devraient pas exister, des vibrations que l'oreille ne capte pas, mais que le corps ressent, des fréquences capables d'altérer la perception, de générer de la peur, d'induire la soumission. Tout cela mesuré, tout cela confirmé, tout cela délibéré. Des systèmes d'analyse avancés viennent de traiter 5000 ans de données. Géologie, acoustique, astronomie, comportement humain. Et la conclusion ne pointe pas vers un temple, elle pointe vers une machine conçue pour contrôler des milliers de personnes simultanément, à travers le son, la lumière et la terreur révérencieuse. Construite par une civilisation qui ne devrait pas avoir cette connaissance, mais elle l'avait, et elle l'a utilisée. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà des pierres anciennes. Cela va jusqu'à la limite de ce que nous considérons comme possible pour l'esprit humain il y a 5 millénaires, parce que quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Et nous commençons à peine à comprendre. Pendant des générations, l'explication officielle sur Stonehenge a toujours été réconfortante. Il s'agissait d'un temple solaire, construit par des communautés néolithiques qui se réunissaient pour célébrer les cycles de la nature. Une sorte de cathédrale primitive, érigée par des gens simples avec des outils rudimentaires et beaucoup de détermination. Ce récit a bien fonctionné, jusqu'à ce que les données commencent à ne plus correspondre. D'abord sont venus les doutes sur le transport des pierres. Les pierres bleues plus petites, pesant chacune plusieurs tonnes, venèrent d'une région à des centaines de kilomètres de distance. Pendant des décennies, les experts ont débattu pour savoir si des glaciers auraient pu les déplacer naturellement ou si ce sont les bâtisseurs eux-mêmes qui les ont transportés. L'analyse géochimique récente n'a laissé aucune place au doute. Les signatures minérales sont sans équivoque. Ces pierres ont été choisies délibérément et apportées de lieux spécifiques, pas par hasard, pas par commodité, par nécessité. Mais la véritable surprise est venue quand des systèmes d'analyse ont comparé la composition minérale de la pierre de l'autel, la pièce centrale du monument, avec des formations rocheuses sur tout le territoire britannique. La correspondance la plus proche n'était pas au pays de Galles, comme on le supposait. Elle était en Écosse, extrême nord-est, à plus de 600 kilomètres de distance, 6 tonnes de grès rouge, traversant pratiquement toute l'île, sans grue, sans moteur, sans rien que notre logique moderne ne considère comme viable. Et voici le détail crucial. Cette pierre n'a pas été la seule. Chaque type de pierre à Stonehenge est venu d'une région différente. Pensez à la logistique. Nous ne parlons pas de porter des sacs de sable. Nous parlons de traîner des blocs de pierre à travers des marais, des rivières, des collines et des forêts denses, en utilisant seulement des troncs, des cordes et la force humaine. Sans carte, sans boussole. Seulement des connaissances transmises oralement sur des itinéraires qui pourraient prendre des mois à parcourir. Et cela a dû se produire de manière répétée au fil des générations, sans faille critique. Un seul bloc perdu en chemin représenterait des années de travail gaspillées. Ce niveau de coordination ne surgit pas spontanément. Pierre bleue du pays de Galles, bloc immense de sarcène de Marlborough, grès d'Écosse. Ce n'était pas une question de proximité ou de facilité. C'était une sélection délibérée. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un parcourrait-il des centaines de kilomètres, risquant des vies, dédiant des décennies de travail collectif, juste pour réunir des types spécifiques de roches? La réponse n'a commencé à avoir du sens que lorsque les scientifiques ont cessé de penser à Stonehenge comme à un monument et ont commencé à le traiter comme un système. En 2020, un groupe d'ingénieurs acoustiques a décidé de faire quelque chose que personne n'avait tenté auparavant. Recréer Stonehenge avec une précision millimétrique et mesurer exactement comment le son se comportait à l'intérieur. Ils ont construit un modèle à l'échelle, utilisant l'impression 3D pour reproduire chaque pierre, chaque angle, chaque irrégularité. Ensuite,
Ils ont placé ce modèle à l'intérieur d'une chambre acoustique isolée, libre de toute interférence externe. Ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. À l'intérieur du cercle de pierre, les sons graves étaient amplifiés de manière naturelle. Les voix humaines gagnaient du corps, de la profondeur, comme si elles étaient enveloppées par une force invisible. Des instruments de percussion généraient des vibrations qui n'étaient pas seulement entendues, elles étaient ressenties physiquement dans le corps de ceux qui étaient présents. Mais hors du cercle, silence presque total. Le son disparaissait simplement. Imaginez l'impact psychologique de cela pour quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté une acoustique contrôlée. Toute sa vie, le son s'était comporté d'une manière prévisible. Vous criez et la voix se répand. Vous frappez des pierres et le son résonne. Mais à l'intérieur de Stonehenge, les règles changeaient. Des sons qui auraient dû disparaître restaient. Des sons qui auraient dû résonner mouraient instantanément. Pour un esprit néolithique, ce ne serait pas de la science, ce serait de la magie pure. Stonehenge n'était pas seulement un espace, c'était un environnement acoustique contrôlé. Et il y avait plus. Certains des blocs de pierre bleue, lorsqu'ils étaient frappés, émettèrent des sons métalliques, presque musicaux. Dans la région d'où ces pierres proviennent, on les appelle les pierres qui tintent. Des roches aux propriétés sonores uniques. Les bâtisseurs le savaient. Ils n'ont pas choisi des pierres pour leur beauté ou leur symbolisme. Ils les ont choisies parce qu'elles faisaient du bruit. Mais l'aspect le plus inquiétant de la recherche acoustique fut un autre. Les simulations ont détecté quelque chose que l'oreille humaine ne peut percevoir consciemment. L'infrason. Des fréquences en dessous de 20 Hz, si graves qu'elles ne sont pas entendues, mais ressenties. Et ces fréquences ont des effets documentés sur le corps humain. Désorientation, anxiété, peur inexplicable, sensation de présence surnaturelle. Stonehenge a été conçu pour générer des infrasons. Et ce n'est pas une théorie abstraite. Des expériences contrôlées dans des environnements fermés ont montré qu'une exposition prolongée à des infrasons de 19 Hz peut causer des troubles visuels, comme voir des ombres ou des mouvements à la périphérie de la vision. Exactement le type d'expérience qui, dans un contexte ritualiste, serait interprété comme une manifestation divine. Les bâtisseurs n'avaient pas besoin de comprendre la physique derrière cela. Il suffisait d'observer l'effet et de le reproduire. Imaginez des milliers de personnes réunies à l'intérieur du cercle durant un rituel. La lumière du solstice traversant les pierres, des sons profonds résonnant sur les parois. Et en dessous de tout cela, invisible, inaudible, une vibration constante parcourant leur corps, altérant leur perception, amplifiant chaque émotion. Ce n'est pas une coïncidence architecturale, c'est de l'ingénierie comportementale. Mais la complexité de Stonehenge va au-delà du son. Elle va jusqu'au ciel. Tout le monde sait que le monument est aligné avec le lever du soleil au solstice d'été. C'est l'alignement le plus évident, le plus célébré. Mais ce n'est pas le seul. Quand des systèmes informatiques ont reconstruit des cartes stellaires d'il y a 5000 ans et les ont superposées à la géométrie exacte de Stonehenge, un second alignement a émergé. Moins évident, plus précis. Il ne suivait pas le soleil, il ne suivait pas la lune. Il pointait vers une région vide du ciel, vide pour nous, mais pas nécessairement vide pour eux. L'astronomie moderne nous a enseigné que des régions apparemment vides du ciel peuvent contenir des phénomènes invisibles à l'œil nu, des nuages de poussière cosmique, des amas stellaires lointains ou des événements transitoires qui se produisent sur des cycles de décennies ou de siècles. Et si les bâtisseurs de Stonehenge suivaient quelque chose qui n'apparaissait que périodiquement, quelque chose qui, pour eux, avait suffisamment de signification pour justifier la construction d'une structure qui durerait des millénaires, une zone sans étoiles brillantes, sans constellations reconnaissables. Mais la précision de cet alignement était trop mathématique pour être accidentelle. La probabilité que ce positionnement soit l'œuvre du hasard, statistiquement insignifiante. Pour mettre cela en perspective, l'alignement avait une marge d'erreur inférieure à 2 degrés. Cela signifie que, tout au long des décennies de construction, les responsables du projet devaient maintenir une précision astronomique littérale. Tout écart, toute erreur de mesure, et l'alignement échouerait. Et pourtant, 5000 ans plus tard, les pierres pointent encore exactement là où elles devraient pointer. Ce n'est pas de la chance, c'est une intentionnalité obsessive. Donc,
Si ce n'était pas le hasard, c'était un but. Et s'il y avait un but, il y avait un motif. Quelle région du ciel était-ce? Qu'est-ce que les bâtisseurs espéraient y voir? Ou, plus inquiétant encore, qu'est-ce qu'ils savaient qui s'y trouvait? Ces alignements n'étaient pas décoratifs, ils étaient fonctionnels, partis d'un système plus grand qui connectait le son, la pierre et le cosmos. Et ici nous arrivons à un point crucial. Pour créer quelque chose comme cela, vous avez besoin de connaissances. Une connaissance profonde de l'astronomie, de la géométrie, de l'acoustique, de la géologie, une connaissance qui, selon notre chronologie historique, ne devrait pas exister à l'âge de pierre. Mais elle existait, et elle n'était pas entre les mains de tous. La construction de Stonehenge a duré des siècles. Des générations entières sont nées, ont travaillé et sont mortes sans voir l'œuvre achevée. On estime que des milliers de personnes ont participé à cet effort collectif. Pendant longtemps, on a cru que c'était une preuve de coopération. Des tribus dispersées s'unissant autour d'un objectif commun, un symbole d'unité. Mais quand vous regardez les chiffres, la logistique, la continuité du projet à travers tant de générations, cette explication commence à s'effondrer. Des projets de cette magnitude ne se produisent pas par consensus. Ils exigent une autorité centralisée, une planification rigoureuse, un contrôle absolu sur les ressources et la main-d'œuvre. Nous ne parlons pas d'une communauté construisant une église. Nous parlons d'une entreprise qui exige une organisation à l'échelle impériale. Et cela soulève une question inconfortable. S'il y avait une autorité centralisée capable de mobiliser des milliers de personnes pendant des siècles, qui étaient ces personnes? Et comment maintenaient-elles ce pouvoir? Il n'y a pas de traces de guerre. Il n'y a pas de forteresse. Il n'y a pas de signe de résistance armée. Et c'est peut-être la partie la plus effrayante. Le contrôle sans violence visible est un contrôle absolu. Il n'y avait pas besoin d'armée ou de murs, parce que le système était déjà intériorisé. Les gens obéissaient non par peur d'une punition physique, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond, la peur du divin, la peur de l'inconnu, la peur de rompre l'ordre cosmique que Stonehenge représentait. C'est le type de pouvoir qui n'a pas besoin de se défendre, il existe simplement. Mais Stonehenge est là, parfaitement construit, parfaitement aligné, parfaitement maintenu à travers les siècles. Ce que cela suggère est plus subtil et peut-être plus efficace que la force brute. Cela suggère un contrôle psychologique, une influence culturelle, une peur révérencieuse. Et si Stonehenge n'était pas seulement un temple, mais aussi un outil de ce contrôle? Pensez-y. Vous êtes un habitant du néolithique. Votre vie est dure, courte, gouvernée par des forces que vous ne comprenez pas. Alors, une fois par an, vous êtes convoqué pour vous réunir dans ce cercle de pierres gigantesques. Vous entrez, le son change. Votre voix résonne de manière étrange. Le sol vibre sous vos pieds. La lumière du soleil traverse les pierres selon des angles impossibles. Et vous ressentez quelque chose, une présence, une énergie que vous ne pouvez pas expliquer. Vos leaders parlent, et chaque mot résonne comme s'il venait des dieux eux-mêmes. Vous ne questionnez pas. Vous obéissez. Ce n'est pas un temple. C'est un amplificateur d'autorité. Et les bâtisseurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Maintenant, rassemblons toutes les pièces. Des pierres choisies dans des régions spécifiques, chacune avec des propriétés acoustiques et magnétiques uniques. Un design qui amplifie le son et génère des infrasons. Des alignements célestes précis connectés à des événements cosmiques. Une organisation sociale capable de soutenir un projet monumental à travers des générations. Ce n'est pas primitif, c'est sophistiqué. Et la question qui demeure est, pourquoi faire? Si Stonehenge est une machine, quelle est sa fonction? Certaines des analyses les plus récentes suggèrent que le monument a pu être conçu pour synchroniser des événements humains avec des phénomènes célestes. Pas seulement les observer, mais y répondre. Des rituels conduisent à des moments astronomiques spécifiques, des sons générés à des fréquences qui altèrent les états de conscience. Des milliers de personnes réunies sous une influence acoustique et visuelle coordonnée. Ce n'est pas une religion primitive, c'est une technologie sociale, et cela fonctionne encore aujourd'hui. Pensez aux cathédrales gothiques, aux stades modernes, aux salles de concert conçues acoustiquement. Tous utilisent le même principe, contrôler l'environnement physique pour amplifier une expérience émotionnelle collective. La différence est que nous savons que nous le faisons. Ils l'ont découvert empiriquement,
par essais et erreurs au fil des siècles. Et ils ont appliqué cette connaissance à une échelle monumentale. Et si cela fonctionne, si cela a réellement été capable de façonner le comportement, de créer de la cohésion, de soutenir des hiérarchies, alors Stonehenge n'était pas seulement un monument au passé, c'était un outil de contrôle du présent. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant dans cette histoire. Si les bâtisseurs de Stonehenge possédaient des connaissances assez avancées pour créer ce système, qu'est-il arrivé à ces connaissances? Pourquoi ont-elles disparu? Les civilisations n'oublient pas de telles choses volontairement. La connaissance technique a tendance à s'accumuler, pas à disparaître, à moins que quelque chose n'ait brusquement interrompu cette continuité. Et ici, nous entrons dans un territoire purement spéculatif, mais inévitable. Qu'est-ce qui pourrait pousser une société entière à abandonner un projet aussi grandiose? Quel événement pourrait être si significatif au point de justifier des siècles de travail dédiés à s'y préparer? Certains chercheurs ont suggéré des catastrophes climatiques, d'autres des changements sociaux profonds, mais rien de tout cela n'explique complètement la précision presque obsessive avec laquelle Stonehenge pointe vers ce point vide dans le ciel. Comme s'ils attendaient quelque chose, comme s'ils se préparaient à quelque chose. Et si cela n'est jamais venu, ou si c'est venu d'une manière différente de ce qui était attendu, peut-être cela explique-t-il pourquoi la connaissance s'est perdue. Parce que la fonction de Stonehenge n'a jamais été accomplie, ou elle a été accomplie de manière si subtile qu'elle n'a pas laissé de traces physiques que nous pourrions reconnaître. Après tout, si le but était observationnel, cérémoniel ou même psychologique, il n'y aurait pas de débris, il n'y aurait pas de ruines de machines, il n'y aurait pas de preuves évidentes au-delà de la structure elle-même. Le monument serait à la fois l'outil et le registre. Et c'est peut-être pour cela qu'il a survécu, parce que sa fonction ne dépendait pas de mécanismes destructibles. Elle dépendait seulement d'être là. Aujourd'hui, des milliers de personnes visitent Stonehenge chaque année. La plupart prennent des photos, lisent les plaques explicatives et s'en vont en pensant avoir compris. Mais maintenant, vous en savez plus. Vous savez que chaque pierre a été choisie. Vous savez que le son à l'intérieur du cercle n'est pas normal. Vous savez que les alignements ne sont pas accidentels. Vous savez aussi qu'il existe des dizaines d'autres monuments mégalithiques dispersés à travers l'Europe, beaucoup d'entre eux construits à la même époque. Des cercles de pierre plus petits, des alignements linéaires, des chambres funéraires orientées astronomiquement, et tous partagent des éléments structurels avec Stonehenge, comme s'il y avait un langage architectural commun, comme si la connaissance était transmise, répliquée, adaptée. Ce n'est pas une construction isolée, c'est un réseau culturel. Et vous savez qu'il y a 5000 ans, quelqu'un savait tout cela aussi. Quelqu'un a conçu cela. Quelqu'un a commandé sa construction. Quelqu'un a utilisé cela pour quelque chose. Et nous ne savons toujours pas exactement pourquoi. Les pierres demeurent, silencieuses, immobiles, attendant. Peut-être attendant que nous posions enfin la bonne question. Peut-être attendant que nous soyons prêts pour la réponse. Parce que Stonehenge n'est pas seulement un mystère du passé, c'est un avertissement du futur. Et il est encore là, comptant le temps.